À l'émission Au rendez-vous, je reçois aujourd'hui M. Richard Langlois. Celui-ci vient nous parler de son livre « Sur le sentier étoilé ». Bonjour, M. Langlois. Bonjour, Marie-Hélène. Monsieur Langlois, vous êtes un agent de liaison avec des intervenants d'organismes communautaires et du réseau public en santé mentale. Et en plus, vous êtes auteur, conférencier et formateur. Oui, disons que je porte plusieurs chapeaux. Plusieurs chapeaux. C'est la vie qui m'a amené comme ça. Des fois, les gens me demandent si je suis un carriériste. Vraiment, j'ai jamais été un carriériste. Je suis un opportuniste. Alors, je saisis les occasions. Puis, dans ma vie, bien, comme j'ai, à un moment donné, vécu l'expérience du trouble bipolaire à 2 reprises, j'en ai profité pour transcender l'expérience, pour qu'elle devienne positive. Donc, j'ai écrit. Et puis, c'est là, effectivement, que, le fait de me dévoiler, ça ne me faisait pas peur. Puis après ça, bien, je me disais, bien, ça va pouvoir aider d'autres mondes. Donc, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Le fragile équilibre », qui est un formidable ouvrage, qui était un best-seller. Qui était un best-seller, effectivement. Et puis, ça, c'est la 2e édition qui est sortie en 2016. L'édition originale est sortie en 2004. Et ça raconte vraiment un épisode qui s'est déroulé je dirais, fin des années 90, avec manie, psychose, délire mystique important. Donc, je me prenais pour Dieu. Et puis après ça, phase dépressive, vraiment 3 phases de dépression majeure. Tu perds ton couple, tu perds un beau travail. Puis là, tu recommences ta vie quasiment à zéro, au bout de la ligne. Tout ça sur 1 an environ. Et puis, au bout de cette année-là, à un moment donné, j'ai un ami qui m'appelle, qui dit « Richard, dans la région de Montmagny, ils cherchent des gens comme toi pour travailler dans le monde du tourisme. » J'ai dit « Ah, regarde, c'est intéressant. » Puis, dans ma tête, j'ai jamais été un diagnostic. Je suis pas un diagnostic. Je suis une personne avec des forces, des compétences, avec des intérêts, des passions. Ça, c'est moi, ça. Et puis, là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, je vais appliquer. Donc, je suis allé porter mon CV. Et très peu de temps après, je reçois un appel. « Monsieur Langlois, on aimerait ça vous avoir en entrevue. » Fait que je vais passer une entrevue. Puis dans ma tête, à moi, ça sonnait un petit peu drôle parce que c'était, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, un trou d'1 an dans un CV, tu sais? Aujourd'hui, les jeunes riraient probablement de ça parce que, bon, ils sont habitués à ça, eux autres. Mais pour nous autres, on savait qu'on pouvait se faire poser des questions. C'était exactement ça. C'était stressant, tu sais. Puis là, à ce moment-là, bien, après l'entrevue, le lendemain, on m'a demandé, « Monsieur Langlois, que diriez-vous si on vous envoyait à l'île aux grues? » Oh, l'île aux grues, je trouvais ça drôle. Moi, je connais à peu près toute la province. Mais l'île aux grues, j'avais jamais mis les pieds à l'île aux grues. Puis, j'ai dit, j'y vais, je vais foncer, j'y vais, c'est sûr. Et puis, donc, peu de temps, je me suis retrouvé là-bas. Puis, je me rappelle, j'avais du plaisir avec les gens que je rencontrais, autant les touristes que les gens de l'île. Les premiers temps, j'avais peur. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Qu'est-ce qui me faisait peur? J'avais peur que ça reparte. Okay. J'avais peur que mon cerveau se remette à aller vite. Puis, comme j'avais fait une psychose, bien, j'avais peur d'avoir des symptômes psychotiques. Puis pire encore, au bout de la ligne, de me retrouver encore avec une phase dépressive. Donc, c'était 1 heure à la fois, une journée à la fois, donc un pied devant l'autre. Puis, au bout d'environ 3 semaines, j'ai rencontré une femme de l'île. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Donc, je me suis retrouvé en amour avec elle. Fabienne. Fabienne. Que vous parlez justement dans votre livre. Oui, effectivement. J'en parle d'une autre façon, d'ailleurs, dans le Sentier étoilé. Je vais y venir dans quelques secondes. Et puis, Fabienne, donc, je l'ai rencontrée à l'île. Ça fait 25 ans que je vis avec elle. À l'époque, c'était quand même curieux parce que j'ai dit, Fabienne, je veux que tu saches pourquoi je suis ici. Donc, je lui avais prêté un livre qui s'appelait à l'époque « Les hauts et les bas de la maniaco-dépression ». Je m'excuse.
qui avait été écrit par un couple du Nouveau-Brunswick. J'ai dit, lis ça, puis reviens-moi. Quelques jours après, elle me revient, puis là, elle me regarde, puis elle dit, Richard, elle dit, moi, ça me fait vraiment pas peur. Fait que dans ma tête, c'est un peu étrange, tu sais, je me dis... Est-ce que vous aviez peur de sa réaction? Un petit peu. Je pouvais pas prétendre de rien, tu sais. Puis là, après ça, mais là, elle m'a donné une réponse. Là, elle me dit, Richard, elle dit, tu sais, elle dit, mon père, il a un diabète sévère. Il est amputé d'une jambe. Il est amputé du pied de l'autre jambe. Il porte un sac parce qu'il a un cancer du côlon. Fait que si tu veux rencontrer un homme qui aime la vie puis qui fonce dans la vie ici à l'île aux Grues, je t'invite à rencontrer mon père. Moi, ça a changé toute ma vision des choses. Parce que là, à ce moment-là, la grande détresse que j'avais vécue dans la dernière année s'est transformée en autre chose, en quelque chose de différent. C'est-à-dire, j'ai compris que beaucoup de personnes pouvaient vivre des détresses ou un problème de santé mentale de façon très différente d'une personne à l'autre. Donc, le visage de la détresse, il y en a, c'est incroyable ce qu'il peut y avoir, tu sais. Puis là, bien, j'avais quelqu'un qui fonçait malgré tout, qui est devenu un grand modèle de vie pour moi, que j'ai accompagné plus tard dans la mort. Ça a été une des plus belles morts auxquelles j'ai pu assister. Ça m'a vraiment saisi. Ça m'a donné confiance aussi en ce qui vient après la mort. C'est quelque chose, comment dirais-je, ça m'a fasciné. Donc, mon épisode, lui, s'est transformé en autre chose. À l'époque, je me souviens, on m'avait envoyé, il y avait une travailleuse sociale à l'hôpital qui m'avait envoyé dans un organisme communautaire où là, j'ai rencontré d'autres personnes qui vivaient avec un diagnostic de trouble bipolaire. Il y avait une prof de cégep, un notaire, une religieuse, il y avait un gestionnaire d'Hydro-Québec. Aviez-vous des craintes de vous présenter là? Ben oui, j'avais des craintes. Ben oui, j'avais plein de préjugés. C'est un peu comme notre ego, là? Oui, j'avais plein de préjugés. Tu sais, c'est comme... tu sais, je regarde aujourd'hui, parce que je côtoie beaucoup d'hommes, par exemple, tu sais, qui hésitent avant d'aller chercher de l'aide. Puis, tu sais, moi, je leur dis tout le temps, mais écoute, t'es une personne, t'es un humain comme n'importe qui d'autre. Mais je ne sais pas pourquoi les hommes sont comme ça, mais la plupart ont beaucoup de réticence à aller chercher de l'aide. C'est vrai, il y a beaucoup de... Les femmes, on dirait qu'ils n'ont pas de misère d'aller voir, exemple, un psychologue, mais quand c'est un homme, je ne sais pas, c'est comme... Je sais pas si c'est leur ego, je ne pourrais pas dire, mais ils ont plus de réticence. Il y a plus de réticence. Il y a comme probablement une honte qui vient avec ça. Moi, j'ai aussi, une amie qui travaille dans le milieu des militaires, par exemple, tu sais, puis elle me racontait, elle dit, nous, sur la base militaire à Valcartier, il y a un centre pour accueillir justement les hommes qui vivent des détresses, tu sais, puis il y a un escalier qui monte là, puis ils ont appelé ça l'escalier de la honte. Alors, ça vous donne une idée. Tu sais, c'est... Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de ressources, là. Il y a des ressources pour hommes extraordinaires. Moi, dans mon milieu, il y en a une, entre autres, qui s'appelle Autonomie. Tu sais, puis ils vont accueillir des hommes en détresse, des hommes en rupture, des hommes qui ont vécu de la violence pendant l'enfance, par exemple. Et puis, ils vont avoir des services juridiques, ils vont avoir des services financiers, tu sais, puis ils vont avoir de l'individuel, du groupe. Ils peuvent avoir la possibilité de rencontrer un psychologue. Tu sais, puis ce sont des psychologues d'expérience en plus qui travaillent là. Puis ils vont payer à la mesure de leur revenu. Alors, ce qui est quand même très, très bien, là, on n'est pas dans le réseau privé là, à ce moment-là. C'est vraiment... fait que ça convient aux besoins de la personne. Mais encore faut-il le savoir. Tu sais, c'est... puis, je trouve ça bien triste là, que des fois qu'il y ait autant d'hésitations, qu'il y ait autant de longueur, que ça prenne autant de temps.
Puis là, je parle des hommes et des femmes aussi, pour qui c'est comme ça. Il y a des membres de l'entourage qui hésitent à aller chercher de l'aide aussi. Ils en ont de besoin. Ils en ont besoin beaucoup, beaucoup. Tu sais, ils accompagnent une personne qui vit une crise quelconque, tu sais, puis ils s'imaginent qu'ils n'ont pas besoin de ventiler ou pas besoin d'aller chercher l'information. Mais oui, mais vous avez besoin de le faire. Tu sais, ils en ont gros ses épaules. Puis... C'est ça. Puis moi, ben, je suis au milieu de tout ça. Donc, c'est ça mon travail depuis de nombreuses années. Le fait d'avoir été dans le groupe là, pour parler de votre bipolarité, qu'est-ce que ça vous a fait, là, les bienfaits de ça? Bien, la première des choses, c'est que tu n'es pas tout seul. Ça, c'est la première chose. On reprend confiance. C'est un peu comme, je dirais, on va dire les A. Bon, les A, des fois, on a bien des préjugés par rapport à ça, mais les A, ce qui est bon là-dedans, c'est que tu vas avoir, mettons, un parrain, une marraine qui va t'accompagner. Puis à un moment donné, si tu te sens prêt, tu peux même témoigner. Tu sais? Mais moi, j'ai vu mon ancien beau-père, ça faisait 36 ans qu'il était alcoolique, mais je l'ai vu lors d'une rencontre AA se lever pour aller faire un témoignage. Il était à jeun pendant 3 ans avant de mourir après. Mais regardez, là, c'est incroyable ce que ça peut faire. Tu sais, ça fait des miracles. Est-ce que vous reconnaissiez avec les personnes qui étaient là, quand ils discutaient, j'ai eu telle chose, il m'est arrivé... Bien, moi, je sais que tout le monde l'a vu différemment. Totalement. C'est tout le temps unique. Hein? Je veux dire, moi, par exemple, les 2 épisodes de trouble bipolaire que j'ai vécu, c'est différent de d'autres personnes qui ont vécu, bon, la même chose pour la dépression, ou peu importe, que ce soit schizophrénie ou quoi que ce soit. On le vit de façon différente, comme on va vivre le rétablissement aussi de façon différente, parce que d'une personne à l'autre, des fois, il y a le facteur temps, il y a le facteur aussi, bon, est-ce que j'ai les bonnes ressources? Bon, il y a des gens qu'on dirait que c'est beaucoup plus long que d'autres. Parce que, bon, ça avance pas avec les ressources où ils sont, ou encore ils sont dans le réseau public, puis ils sont sur des listes d'attente, bon, des choses comme ça. Alors, tout avance graduellement. Puis moi, je leur dis, bien, il y a aussi, bon, il y a des bons livres, il y a des forums de discussion, par exemple, bon, à Relief, à Phobie Zéro, qui sont des gros organismes provinciaux. Tu sais, gênez-vous pas, il y a des ressources, tu sais, mais le problème, et là, ça devient un problème de communication. Malheureusement, on les connaît pas, tu sais, dans bien des cas, tu sais, puis... fait que c'est quelque chose qui m'attriste des fois, là, tu sais, de savoir que ces gens-là connaissent pas les ressources. Alors, c'est pour ça que je réfère beaucoup. Puis il existe le 211, il existe le 811. Le 211, c'est l'info-ressources, hein? Donc on retrouve dans plusieurs régions du Québec. Alors ça, tu sais, on signale 211, on fait part de notre besoin, puis normalement, ils vont nous référer vers différentes ressources de la région ou provinciales. Alors, c'est quand même pas rien. Fait que, tu sais, on n'est pas seul. Oui. Vous parlez de votre trouble bipolaire, vos 3 phases de dépression majeure dans votre livre. Comment vous faites pour vous souvenir de ce qui s'est vraiment passé? Quand on est en phase comme ça, on est capable de se souvenir? Oui, bien en fait, c'est ça. C'est que c'est pas parce que ton cerveau, tu vis une psychose, mettons, que tout ton cerveau est envahi puis que ça fonctionne plus, là. Non, non, non. Il y a des fonctions du cerveau qui fonctionnent très, très bien. Alors, dans mon cas, dans le cas de la grande majorité des personnes qui vivent des psychoses ou encore des phases de manie, ben là, à ce moment-là, ils vont se souvenir de ce qui s'est passé.